18 km. On y trouve une pluralité de fonds. Ça va des fonds meubles, c'est-à-dire dunes, cordons littoraux, sable, vase, etc., jusqu'à des fosses, comme la fosse de Kayar, qui est très célèbre, mais également des falaises au niveau de Dakar, par exemple, également de la roche, particulièrement au niveau de la Petite Côte. Mais on y a également des habitats critiques sous la forme de vasières, par exemple, la pêcherie au Sénégal est quasiment née à Saint-Louis avec la vasière qu'on a découverte là-bas au nord, avant de se développer au niveau du sud. Et ces vasières sont très riches en crevettes. Mais également tous les herbiers que nous avons ici, les mangroves, les frayères. S'agissant maintenant du plateau continental, il est rétréci au niveau de la côte nord, il s'élargit de plus en plus et il atteint particulièrement sa dimension maximale au niveau du sud. Et la côte enserre la Z gambienne parce que la Gambie c'est quasiment la bouche du Sénégal. Et on trouve également ce qu'on appelle la zone maritime commune, qui est la zone entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. La côte est caractérisée également par un phénomène très important qu'on appelle le phénomène de Welling, qui est un phénomène de remontée d'eau froide riche en nutriments, qui explique partiellement, en tout cas, ou bien en grande partie, la richesse de nos eaux. Et cette Welling-là est intense en saison froide du Maroc au Sénégal, particulièrement dans la zone du Maroc à la Mauritanie. Nous passons ici aux ressources que l'on trouve dans cette Z2 sénégalaise, tout au long de son littoral en tout cas. Nous avons principalement des ressources halieutiques, accessoirement des ressources algales. Elles existent là, mais elles sont quand même sous-exploitées. Donc nous ne ferons pas un focus là-dessus. Les ressources halieutiques sont globalement des poissons, des crustacés, des mollusques, que nous avons déclinés en céphalopodes, gastéropodes et bivalves. Et typologiquement, on a 4 principaux groupes. Les pélagiques côtiers, exemple la sardinelle. Les pélagiques hauturiers, comme les thons. Mais les démersaux côtiers, comme tout ce qui est rouget, tout ce qui est poulpe, tout ce qui est tchof. Mais également les démersaux profonds, comme le merlu, comme la gamba, etc., etc. Quel est le diagnostic qu'on a fait sur ces ressources-là? C'est un diagnostic de surexploitation globale. L'essentiel des ressources principalement exploitées au Sénégal sont surexploitées. Et le meilleur exemple, c'est les sardinelles que nous connaissons tous, rondes ou plates, mais l'edmalose, le poulpe, le pajot et particulièrement le tchof. Le Corot est allé même certaines années jusqu'à dire qu'il fallait complètement arrêter de pêcher le tchof. On a de rares cas de sous-exploitation. Ça veut dire qu'on peut, dans ces cas-là, augmenter l'effort de pêche sans risque, jusqu'à atteindre vraiment un top qu'on appelle le MSY. Mais vraiment, ces cas d'exploitation sont très rares et concernent, comme vous allez le constater, des espèces qui ne sont pas très recherchées par les Sénégalais. C'est la sardine, que l'on connaissait particulièrement au niveau du Maroc, avec les thons de sardine. Le rouget, qui est quasiment destiné à l'exploitation, qui est pêché par la pêche industrielle, mais les tchekem, mais également les merlus. Les merlus, ils entrent actuellement dans le cadre des accords de pêche. On a des cas également de pleine exploitation, comme les anchois, le pagre, la gamba, le maquereau, le chinchard. La pleine exploitation, ça veut dire que vous avez atteint quasiment votre top niveau. Si vous basculez encore en termes d'effort, si vous l'augmentez un peu, vous tombez dans la surexploitation. Ce diagnostic de surexploitation globale, évidemment, il se traduit par la raréfaction que nous connaissons tous. Et cette raréfaction, malheureusement, elle est accentuée par des effets des changements climatiques, mais également des effets anthropiques néfastes. Par exemple, le non-respect de la réglementation, l'utilisation d'engins non écologiques, le fait de capturer des juvéniles, etc. etc. S'agissant maintenant des ressources non vivantes, et nous partons rapidement sur les ressources minérales. Nous sommes tous au courant de l'actualité brûlante, qui est la découverte du pétrole et du gaz et son exploitation à l'horizon 2021. Et donc nous avons des gisements à Rufisque, à Sangomar, à Differ, Kayar, Saint-Louis et dans la zone maritime commune. Mais on l'oublie également, comme ressource, nous avons le sel. Et le sel, pour cette ressource-là, le Sénégal occupe le premier rang, avec une moyenne de 400 000 tonnes à peu près par an. Et la récolte ne cesse pas de progresser. Les causes, c'est que nous sommes confrontés à une sécheresse et il y a un recul de la mangrove et on a des digues relativement mal entretenues. On a également comme autre ressource le sable. Le sable, ce n'est pas une ressource dont il faut se vanter de l'exploitation, mais dont les prélèvements, en tout cas irréfléchis, ont conduit au niveau d'érosion côtière actuelle globalement. On a également des nodules polymétalliques qui sont estimés à près de 19 millions de tonnes de nodules de manganèse et également d'encourbement. On a par ailleurs d'autres minéraux comme le manganèse, le cuivre, le nickel et le cobalt dont les quantités estimées sont là.
Mais on a également le zircon, que l'on trouve à Diogo, c'est-à-dire vers Kayar, au nord, avec 300 milliards investis et pour lequel le Sénégal est le troisième producteur mondial. On a également ce qu'on appelle l'ilménite, mais également le rutile, qui sont des métaux extrêmement rares. Nous avons également des ressources hydriques, et principalement, quelqu'un en parlait tout à l'heure, je crois que c'est le docteur Diamadio, c'est la perspective du dessalement de l'eau de mer pour la consommation urbaine et même rurale. Mais également, nous avons des ressources énergétiques que nous négligeons relativement, donc que nous n'avons pas jusque-là exploitées. C'est les vents, l'énergie éolienne, c'est les vagues, c'est les houles, mais c'est également les courants. Alors, quels sont les biens et services écosystémiques que l'on peut tirer de l'océan? S'agissant des ressources halieutiques, nous le savons tous, les Sénégalais sont de très grands consommateurs de produits halieutiques. Donc, ils concourent à notre sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je crois que ce n'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Nous sommes tous conscients que nous faisons partie des plus grands consommateurs de poissons dans le monde. Par exemple, si la moyenne mondiale est de 20 kg, actuellement, nous sommes autour de 25 jusqu'à 30 kg par habitant. Pour l'économie également, la pêche, c'est le premier secteur à l'exportation. Ça fait au moins 3 ans, la pêche occupe complètement ce poste-là avec l'année passée 244 milliards et 3,2% du PIB. En termes de socioculture, sur le plan social, sur le plan culturel, cela crée 600 000 emplois directs et indirects. Et ça, je peux même dire que c'est à la limite des chiffres qui mériteraient d'être réactualisés. Mais c'est un trait de vie majeur de populations côtières comme les Lébou, comme les Nyominka, comme les Guendariens. Donc je crois que la pêche, elle a vraiment son histoire au niveau de nos populations. Mais en termes de santé, tout ce qui est graisse d'origine halieutique est fortement recommandé parce qu'elles sont riches en oméga 3. Et ça concourt particulièrement à protéger nos vaisseaux et notre cœur. Mais également, il y a beaucoup de médicaments, comme les extraits d'algues, mais également des extraits de foie de poisson, que l'on peut tirer vraiment des produits de la pêche à des fins sanitaires. Les ressources halieutiques également, ils ont une importance ludique. La pêche sportive, le Sénégal, ça fait en 2005, je crois que nous étions le vice-champion du monde. Mais il y a tout ce qui est également observation de dauphins, observation de baleines au large au niveau des mangroves, par exemple, qui sont des perspectives très intéressantes. Last but not least, la biodiversité elle est très importante également. Parce que la mer, c'est la plus grande réserve mondiale d'espèces animales et végétales, mais également de gènes. Toujours dans cette continuation, nous avons aussi également les autres ressources, minières notamment. Quelles sont leurs importances? C'est des sources de devises. Le pétrole et le gaz, théoriquement, cela devrait nous générer énormément de devises. Ils vont contribuer également au PIB, comme l'a fait la pêche, peut-être mieux que la pêche. Mais ils vont aussi particulièrement aider à rééquilibrer la balance énergétique nationale, parce que nous consommons énormément. Je le dis de mémoire, je pense qu'on a autour de 400 000 tonnes d'hydrocarbures par an. Donc ça veut dire que vraiment ces produits-là pourront complètement rééquilibrer cette balance-là. Mais également appuyer d'autres secteurs, par exemple utiliser l'argent issu de ces spéculations-là pour appuyer l'élevage, la pêche, l'industrie, le transport, etc. etc. Quels sont les biens et services que l'on peut tirer également du milieu? C'est le sport, le loisir, tous les sports, tous les types de sports que l'on connaît, la voile, le surf, les baignades, les régates, etc. Mais également les habitats sous forme d'îles artificielles, naturelles, etc. Toutes les plateformes pour l'exploitation des hydrocarbures, mais également les océans fonctionnent comme des milieux pour la production d'oxygène, mais également pour la fixation particulièrement du gaz carbone, d'où leur rôle extrêmement important dans les changements climatiques. L'eau de mer dessalée, potable, que l'on peut utiliser potentiellement maintenant pour la consommation humaine, mais également la santé, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est thalassothérapie, tout ce qui est médicaments issus du milieu. Le sel riche en iode, c'est un autre intérêt également de la mer, qui est anti-goitre en général. Tous les gens qui ont des problèmes de goitre, on le dit d'aller manger du poisson ou bien d'aller vivre vers la mer. Mais également, dont on peut tirer d'autres minéraux. On n'oubliera pas également les sites aquacoles, comme l'exploitation de l'huile, des poissons, etc., etc., mais également le marine ranching. La mer également, c'est les transports. Par exemple, le port autonome de Dakar, c'est le 3e port ouest africain. Ce transport-là, c'est entre régions et pays à façade maritime. Et enfin, les sources d'énergie. Il se peut que j'en ai oublié encore, mais que nous en ayons oublié, mais je pense que l'essentiel des services écosystémiques est passé en revue ici. Donc, les courants marins, les vagues, les vents peuvent servir également de sources d'énergie.
Alors, quels sont les enjeux et les défis? Le premier enjeu que nous avons identifié, c'est que nous pensons qu'il faut assurer une gouvernance optimale des ressources naturelles listées. Une gouvernance optimale, ça veut dire une gouvernance vraiment équilibrée, équidistante, mais ferme et vraiment raisonnée, qui s'exerce de façon pérenne, sans état d'âme, de façon à permettre aux générations actuelles et surtout futures de bénéficier des biens et des services écosystémiques. Il faut contribuer. Un autre enjeu, c'est qu'il faut que ces produits-là, qu'ils soient vivants ou non, contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de façon directe ou de façon indirecte, comme les hydrocarbures. Et pour cela, c'est pour contribuer de manière significative à la bonne santé et donc à la bonne productivité des populations sénégalaises, parce que des populations bien nourries, évidemment, c'est des résultats comme ça que l'on peut escompter. Contribuer également à l'éradication de la pauvreté, qui doit être un objectif majeur, en fait, en termes de défense des droits de l'homme, en termes d'égalité, d'équité et également de dignité. Parce que la pauvreté, quand même, ce n'est pas une situation intéressante. Assurer également une gestion intégrée des zones océaniques et côtières. C'est un enjeu et un défi extrêmement important. Pourquoi? Pour tenir compte des nombreux usages qui sont liés à la mer, mais également aux ressources naturelles, vivantes comme non vivantes, qui peuvent en être extraites. Toujours dans les enjeux et défis, nous devons lutter contre la dégradation de l'environnement marin. Et ce problème-là, ce n'est pas peu de le dire qu'avec la perspective du pétrole et du gaz, il faut s'attendre peut-être à ce que ce problème peut-être soit exacerbé s'il n'est pas bien géré. Et par rapport au vécu maintenant, nous avons le prélèvement irréfléchi de sable marin, nous avons la coupe anarchique du bois, les ouvrages non pertinents au niveau de la Petite Côte par exemple, mais également la brèche de Saint-Louis qui nous cause énormément de soucis et beaucoup de mortalité, mais également tout ce qui est pollution actuellement au niveau du Sénégal. Il faut veiller également à préserver la biodiversité animale et végétale, pour deux raisons principalement. D'abord pour respecter l'équilibre de la chaîne alimentaire, mais également pour assurer le salut de l'homme. Parce que cette biodiversité-là, si on la blesse, évidemment, nous allons en pâtir. Il faut suivre, comprendre et anticiper l'évolution de l'écosystème, notamment par rapport à la brûlante actualité des changements climatiques et leurs effets pervers. Les effets pervers, il y en a 4 principalement. C'est les températures qui augmentent au niveau de la mer, c'est le niveau de la mer même qui s'élève, le professeur Bachir Diouf en parlait tout à l'heure, mais c'est également l'acidification, je fais référence à M. Todd Capson qui est là, et également des événements météorologiques extrêmes. Il faut enfin résoudre l'insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines au niveau et de l'administration des pêches, mais également des institutions de formation dans les domaines halieutiques et aquacoles. Parce qu'il y a un véritable défi à ce niveau-là. Les opportunités pour des solutions durables. La première opportunité, c'est que nous avons quand même, quoi que l'on dise, un écosystème favorable. Nous avons une pluralité de ressources, vivantes comme non vivantes, principalement halieutiques, pétrole, gaz, etc. etc. Et ces ressources-là, il est question absolument que les générations actuelles puissent en bénéficier, mais à condition simplement que l'on veille à la bonne santé de cet écosystème océanique. Une autre opportunité, c'est que nous avons une population de pêcheurs rompus à la tâche. C'est peu de le dire qu'au Sénégal, on pêche depuis le XVIe siècle dans le milieu lagunaire. Donc c'est extrêmement important. On a des gens qui pêchent depuis plusieurs générations. Ils ont une expertise reconnue et avérée, et ils ont un attachement au travail en milieu marin. Donc ça, c'est une grande opportunité. La promotion de l'approche participative en matière de gouvernance des ressources est promue de plus en plus au niveau du Sénégal. M. Kandé en parlait, je crois, quand il... Et ça, c'est un fait qui mérite d'être souligné, parce que cela pousse à partager des positions consensuelles et donc à avoir des gestions apaisées des ressources halieutiques. Autre opportunité, la demande mondiale de produits halieutiques ne cesse d'augmenter. Or, les ressources halieutiques ne cessent de décliner. Ce qui fait qu'actuellement, on est dans une phase extrêmement intéressante où les produits halieutiques ne représentent que 50% des produits de la mer, alors que les autres 50% proviennent de l'aquaculture. Alors, de ce point de vue, il faut prévoir vraiment une stratégie qui va être durable pour nous permettre de gagner une part de marché rémunérateur, tant pour le marché national et pour le marché mondial. Je veux dire, cette messe mondiale, il ne faudrait pas quand même que le Sénégal la rate. La demande en produits halieutiques est extrêmement importante. Nous sommes un peuple de pêcheurs. L'exploitation optimale des ressources minières et des ressources minières notamment peut appuyer d'autres secteurs
le pétrole et le gaz. Ne serait-ce que pour harmoniser toutes les critiques qu'on est en train de dire, il faudrait que toutes les ressources qu'on en tire puissent aussi aider d'autres secteurs. Ça va quand même contrebalancer un certain nombre de critiques malheureuses. Mais enfin, il faut aussi capitaliser tous les échecs malheureux. Et Dieu sait qu'il y en a dans la sous-région, au Nigeria, au Tchad, voilà. En Angola récemment. Les gens ont de sérieux problèmes de salaire. En matière d'exploitation des ressources naturelles, en promouvant une démarche d'équité et de partage des retombées liées à l'exploitation des ressources entre les populations. J'en finis maintenant avec les deux dernières slides, les recommandations. Les premières, nous pensons qu'il faut accorder un soin particulier à l'étude et à la prise en charge des impacts de l'exploitation programmée du gaz et du pétrole. C'est vraiment le lieu de le dire, c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas encore à une phase de production, c'est encore le temps vraiment de mener ces études-là et particulièrement d'impliquer toutes les compétences. Voilà, impliquer toutes les compétences, justement, c'est la deuxième recommandation. Généraliser et prendre effectivement en compte toutes les compétences requises pour cela. Ce n'est pas seulement une affaire de géologue, ce n'est pas seulement une affaire d'alliés, mais c'est une affaire également de sociologue, de toutes les compétences qui peuvent avoir leur mot à dire, même des populations riveraines, pêcheurs, toute la nation sénégalaise, absolument à son mot à dire, et c'est bon d'en tenir compte. Il faudrait faire la promotion de l'aquaculture marine. C'est malheureux, ça ne se développe pas encore. À part l'ostréiculture, qui est relativement marginale, les rares cas d'aquaculture que l'on connaît en général, c'est en milieu continental. C'est pratiquement en milieu retiré. Donc cette aquaculture-là offre des perspectives extrêmement importantes. Il faut renforcer les structures de recherche ou de formation à l'étude aquacole en ressources humaines, mais également en ressources matérielles et en ressources financières. Je crois que ces conditions-là se tiennent particulièrement. Il faut mettre également des équipes pluridisciplinaires pour mieux prendre en charge les questions transversales, parce que l'océan, ce n'est pas également, comme on le disait tout à l'heure, une mince affaire. C'est des intérêts et des services et des biens qui sont extrêmement importants, pour lesquels il faut absolument capitaliser toutes les compétences. Il faudrait promouvoir également la transparence dans les systèmes de gouvernance des ressources naturelles, en respectant les conventions régionales et internationales, mais en renforçant également la participation du Sénégal aux initiatives internationales telles que l'ITIE et puis la FITI. Il faut veiller enfin à ce que les activités de transformation du poisson en farine respectent au moins deux conditions qui nous paraissent essentielles. La première, c'est qu'elles se fassent en exploitant les déchets de poisson, idéalement, c'est vraiment la situation idéale. Mais la seconde, c'est qu'elles soient assujetties à l'élimination des fumées et autres types de polluants. Je vous remercie.